C'est parti. Hop, bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci Antoine Payon d'être là, c'est un grand honneur et on est très content de te recevoir. Merci à tous d'être venus malgré les conditions qui sont vraiment pas favorables. C'est un endroit très loin, il pleut beaucoup et il y a un virus qui rassure pas trop les gens sur les rassemblements. On n'est pas 5000 donc ça va. Apparemment on n'a rien à craindre. Je voudrais juste dire un mot pour présenter le groupe, comme d'habitude, pour ceux qui n'en font pas partie ou qui viennent pour la première fois. On est un groupe d'anciens et d'élèves de l'école polytechnique qui a été fondé suite aux grands actes des Gilets jaunes, où on s'est réunis pour essayer de réfléchir à une alternative au monde politique tel qu'il est construit actuellement. Entendez le néolibéralisme. C'est assez vaste, c'est pas politiquement engagé, même si en fait ça l'est, mais c'est pas partisan. On a fait plusieurs conférences, François Ruffin, Frédéric Lordon, vous voyez qu'on n'est pas engagé, et ce soir Antoine Payon qui vient nous parler donc d'évasion fiscale, de corruption et de faillite de la démocratie. Voilà. Je voudrais juste dire un mot sur le lieu, parce que c'est une histoire assez rigolote. Comment on a pu trouver ce lieu au dernier moment? En fait, ici on est sur une péniche, pour vous qui nous voyez là-bas, qui est sur le bassin de la Villette et qui, il y a 2 ans, allait être exproprié, enfin pas exproprié, leur clou dans le bassin de la Villette allait ne pas être renouvelé par la mairie de Paris, parce qu'à l'époque, la mairie de Paris préférait installer une péniche supermarché de Carrefour. Et donc, pour je ne sais quelle raison militante à l'époque, j'avais été au courant, et j'avais rencontré Franck, le patron, qui n'est pas là ce soir, et on avait écrit un papier, on avait milité, ça avait fini en vœu à la mairie de Paris, et on avait pu obtenir, à force de multiples points d'accès à ce dossier-là, le maintien de leur clou ici. Et donc c'est une péniche qui présente des courts-métrages qui s'occupent de cinéma, comme le nom l'indique, et je vous invite à y venir, même quand ça ne parle pas de fraude fiscale, pour venir voir des courts-métrages, amener vos enfants, ils font plein d'activités et tout ça. Maintenant, je vais passer la parole à Antoine Payon. Antoine tout court. Antoine tout court, pardon, et qui me fera le plaisir de le présenter à ma place, parce qu'il le fera mieux que moi. Je ne sais pas, mais ça sera plus simple en tout cas, Régis. Oui, Antoine Payon, je suis journaliste depuis assez longtemps. Depuis assez longtemps, je daterais ça du milieu des années 90, même un peu en amont. Je me suis intéressé, entre autres, parce que je ne me suis pas intéressé qu'à ça, mais je me suis intéressé aux questions de corruption, de fraude. J'ai produit quelques articles et puis même quelques livres qui ont à voir avec cette partie du réel qu'on appelle la corruption. Et puis en 2012, j'ai fait un premier livre un peu important, appelons ça comme ça, sur ce type de sujet, qui a été publié par Le Seuil, dont le titre est « Ces 600 milliards qui manquent à la France, enquête au cœur de l'évasion fiscale », qui était en fait la révélation complète, assez complète, de l'affaire UBS, de la banque UBS, la banque dont le siège est en Suisse, enfin qui est une banque mondiale, dans ces procédures industrielles d'organisation de l'évasion fiscale sur notre territoire en France. Bon, à la suite de ça, j'ai fait d'autres livres, toujours au Seuil, puis à un moment donné plus au Seuil, mais dont un titre à voir avec notre discussion de ce soir. Tout bêtement, le titre est « Corruption ». Il date de 2014, celui-ci, qui était un peu une synthèse de ce que j'avais connu, vu pendant une trentaine d'années, disons, et puis de réflexion aussi, parce qu'on va en parler, j'espère, tout à l'heure. En réalité, il y a énormément de travaux de toutes sortes sur la corruption. Voilà, je suis journaliste, grand reporter dans un quotidien national qui paraît Le Matin,
Nous allons commencer peut-être d'entrer dans le vif du sujet, sauf si vous avez, pourquoi pas, une question sur mon itinéraire, disons. Régis, oui, je t'en prie. Je pense que ça serait bien que tu dises un mot sur Cœur de boxeur. Oui, Christophe. tu as raison, parce que tu prenais la précaution tout à l'heure de dire pas engagé ou pas... Je suis... D'ailleurs, je vais commencer par là, parce que ça vous dira tout de suite ce qu'il en est. Je suis actuellement candidat dans le 5e arrondissement sur une liste dans le cadre des élections municipales qui s'appelle Décidons Paris, dont la tête de liste est Danielle Simonet. Elle est France Insoumise, je ne le suis pas, mais je suis tout à fait en sympathie avec toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans la France Insoumise. Ils m'ont défini comme journaliste engagé sur le tract électoral que l'on distribue. Je n'ai aucune gêne avec ça. Je pense qu'on peut faire le métier de journaliste en étant engagé et en étant véritablement journaliste, c'est-à-dire en respectant et la déontologie et les procédures techniques du journalisme. J'ai publié, c'est mon dernier livre, c'était au printemps dernier, en 2019, en mai 2019, un livre dont le titre est « Cœur de boxeur, le vrai combat de Christophe Détinger », qui est en fait l'histoire de Christophe Détinger, ce qui s'est passé depuis le 5 janvier, quand il a boxé des gendarmes mobiles sur la passerelle Léopold Sédar Senghor à Paris, dans un des actes des Gilets jaunes. Et en partant de cet événement, et puis de ce qui est arrivé judiciairement parlant, c'est-à-dire le procès puis la prison pour Christophe Détinger, j'ai développé d'abord cette histoire, la façon si possible la plus précise, la plus complète, la plus juste possible. Il n'y a pas eu de démenti sur tout ce que j'ai apporté comme information, y compris des informations un peu gênantes pour et la police et pour la justice. Mais j'ai développé une réflexion aussi sur dans quel état nous étions, dans tous les sens du terme, y compris donc dans quel état politique, qu'est-ce que c'était que le macronisme, le régime de Macron. Et j'y suis pas allé de main morte. Voilà, et ça a à voir, tu as raison Régis, avec notre discussion de ce soir, parce que, je vous le fais à l'envers, j'ai la conviction, et ça n'est pas nouveau, je l'ai déjà écrit dans Corruption en 2014, puis dans Résistance, le titre parle de lui-même, en 2016, toujours au Seuil, j'ai la conviction que nous ne sommes pas en régime démocratique, ni républicain d'ailleurs, ni démocratique. Donc si on essaie de trouver, après c'est comme Dieu, on peut le définir négativement, si on essaie de définir notre régime positivement, oui, ça m'est arrivé de parler de dictature, d'oligarchie bien sûr, pour faire référence à des régimes politiques bien connus par les Grecs. En tout cas pas en république démocratique, ça j'en ai la conviction profonde. Je développe ça, entre autres aussi, pour finir, dans Cœur de boxeur. Donc je reviens quand même à... Est-ce qu'il y a éventuellement une question sur mon itinéraire pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas ou pas assez bien? 1, 2, 3, non. C'est une quand même. J'ai une question du coup, dans votre début de carrière, comment vous pensez? Est-ce que c'est comme maintenant? Est-ce que vous étiez un peu... Non, alors, Pardon. début de carrière, moi j'ai commencé précisément en 1985 à l'hebdomadaire Le Point. Et à l'époque, j'étais apprenti historien. J'avais fait aussi de la philo, mais je n'avais pas fait d'ailleurs d'école de journalisme. À l'époque, c'était possible de rentrer dans... Et non, c'était une époque où on était tous BA, parce que les jeunes parmi vous n'ont pas connu, bien sûr, il n'y avait pas eu encore ce qu'on appelle la crise. Et je crois qu'on était dans une société où la richesse coulait à flot, primo, c'est le cas encore aujourd'hui, mais de façon différente, et où la répartition de la richesse était quand même beaucoup plus égalitaire qu'aujourd'hui. Donc on avait assez peu de motifs d'inquiétude, de colère, de révolte. C'était plutôt même un peu le contraire. On était super contents tous
de jouir, parce qu'on jouissait de cette richesse incroyable. Et donc on ne voyait pas, 1985, on n'avait pas encore dans le journalisme le traitement de ce qu'on a appelé plus tard les affaires. Le traitement des affaires politico-judiciaires ou politico-financières, ça commence dans les années 1990. Et même assez précisément, plutôt dans le milieu des années 1990. Et c'est là que vous avez des journalistes comme Denis Robert, qui produit Clearstream, qui sera publié en 2000, comme Edoui Plenel, comme, je crois moi-même, puisque je fais la révélation de la corruption de Alain Carignon, alors ministre de la Culture et de la Communication, et par ailleurs maire de Grenoble et président de l'agglomération de Grenoble, ce qui l'emmènera en prison, hein, Carignon, cette affaire de corruption, que je révèle en 1994 dans un petit quotidien qui a disparu depuis, qui s'appelle Info Matin. Éric Decouty, qui est un de mes collègues à Info Matin, révèle les HLM de Paris, etc. C'est le commencement, ce milieu des années 90, d'une prise de conscience qu'il y a une corruption, qu'elle est très importante, mais qu'en plus elle commence un peu à miner la société. On commence à avoir le sentiment qu'elle a des conséquences sur l'économie, et notamment l'économie publique, et puis, disons, l'esprit de la République ou les institutions. Voilà. Donc, c'est quand même assez vite, moi c'est une petite dizaine d'années où je peux exercer mon métier dans une certaine joie bien heureuse, et passé cette petite dizaine d'années, je fais partie des quelques-uns, parce que c'était pas évident, qui commencent à voir que non, il y a de l'eau dans le gaz, disons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis c'est l'époque où politiquement les choses commencent à chauffer très fort. Souvenez-vous peut-être, mais je ne sais pas, c'est pas évident pour vous tous, mais c'est la lutte entre Chirac et un de ses premiers ministres pour une élection présidentielle de 1995, et où des affaires de financement des uns et des autres aboutissent par exemple à Karachi. C'est l'arrivée dans le paysage d'un Nicolas Sarkozy, qui ministre du budget. Et puis, voilà, c'est l'arrivée dans le paysage public de grands fauves, de vrais très grands fauves, qui ont des procédures criminelles pour financer leur vie politique. Alors ça ne veut pas dire que la corruption n'a pas existé auparavant, hein. Elle est très ancienne, la corruption. Vous le savez, elle préoccupe déjà dans l'Antiquité des philosophes grecs, des philosophes romains, et puis tout le long de l'histoire, la thématique de la corruption est présente. Mais il y a des moments plus ou moins forts. Bon, pour le dire, puisque c'est une des thématiques, il est évident que les hauts niveaux de corruption, ce qui peut se mesurer, correspondent toujours à des très bas niveaux de démocratie, des très bas niveaux de régime politique acceptable par tous. Ce soir, l'intitulé de notre discussion, c'était « Ces 700 milliards qui manquent à la France ». Ce n'est pas le titre de mon livre, c'était « Ces 600 milliards ». J'avais d'ailleurs un peu exagéré en 2012, puisque grâce à mon travail d'une part, un peu en microéconomie, de ce qui se passait sur l'évasion fiscale, et au travail macroéconomique qui commençait, et qui a été publié pour la première fois d'ailleurs la même année par Gabriel Zucman. Vous avez peut-être entendu parler de cet économiste, ce jeune économiste, qui vient de publier un livre au Seuil, puisqu'il est publié au Seuil. Il est aux États-Unis, c'est bien parce qu'il était à l'école d'économie de Paris, élève de Piketty, mais comme il était particulièrement brillant, l'université française n'a pas trouvé moyen de l'employer dignement. Bon, fermons la parenthèse, mais Gabriel Zucman produit aussi, lui, en 2012, un petit livre au Seuil sur une évaluation mondiale du phénomène de l'évasion fiscale. Et en recoupant son travail avec le mien, et réciproquement, parce qu'on se voit très discrètement d'ailleurs à l'époque, j'arrive à ce chiffre pour la France d'un capital manquant, un capital clandestin de 580 milliards d'euros environ, qui évidemment est thésaurisé dans des paradis fiscaux.
paradis fiscaux et judiciaires, ça va toujours ensemble. Paradis fiscal, c'est un endroit où les juges n'ont pas d'accès, évidemment. Donc de 590 milliards d'euros, un tiers pour des personnes physiques, des grandes fortunes, hein, les Bettencourt, les Wildenstein, il n'y a aucun problème de citer leur nom, même si parfois ils ont fini par gagner au tribunal. Et puis 2 tiers quand même, les grandes entreprises, les grands groupes nationaux. Hein. 580 milliards de capital. À la même époque, ce qui est intéressant, c'était d'essayer d'évaluer le flux annuel d'évasion fiscale. Ce que représentait chaque année le revenu, appelons ça comme ça, qui n'était pas déclaré du tout au fisc et qui, malgré tout, était valorisé toujours dans les mêmes paradis fiscaux. Là, des économistes, mais surtout des syndicalistes de Bercy, font des évaluations. Et d'ores et déjà, en 2012, ils évaluent le flux annuel d'évasion, qui n'est pas toute la fraude fiscale. Hein. L'évasion, c'est vraiment la fraude fiscale qui est thésaurisée à l'étranger, offshore, dans des paradis fiscaux. Il y a de la fraude fiscale sur notre territoire, d'argent qui reste sur notre territoire, sous forme liquide, enfin vous le savez, gens qui font des sous-déclarations, tout l'argent au black, hein, mais ce n'est pas du tout les mêmes volumes. Des vraies belles grosses affaires, et la belle évasion fiscale, la grosse fraude fiscale, c'est évidemment des procédures qui font qu'on est obligé de thésauriser à l'étranger, offshore. Ces experts, parce qu'ils sont quand même experts, évaluent à l'époque, et ça n'a pas beaucoup changé, à environ 80 milliards d'euros par an, cette évasion. Donc on a un capital, et c'est normal parce que la tourne, quelque part, elle est sur 10 ans, c'est-à-dire que pour constituer ce capital, il représente 10 années de flux. Je ne sais pas, il y a peut-être des économistes parmi vous, bon, c'est des notions qui sont assez classiques. Enfin voilà, 80 milliards d'euros qui chaque année ne sont pas déclarés et surtout partent dans les paradis fiscaux au profit de leurs véritables propriétaires, qui sont toujours masqués, bien entendu, par des sociétés écrans, ce qu'on appelle des sociétés écrans, des fondations, des assurances-vie. Il y a plein de techniques qui sont offertes et qui se perfectionnent sans cesse, qui sont vendues, offertes, non, je suis stupide, bien entendu vendues et à bon prix par des avocats spécialisés, les cabinets d'avocats spécialisés en optimisation fiscale, qui est en fait de l'évasion fiscale, ça fait florès. Oui, je t'en prie. C'est la définition d'évasion fiscale. C'est illégal ou illégal? Illégal. Là, on parle que de choses illégales. Des choses qui seraient... Absolument, qui ne sont pas de l'ordre de ce que ceux qui le font appellent de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, où ils disent, oui, ben nous, nos avocats nous garantissent que, et c'est le cas d'ailleurs, que si le fisc se retourne contre nous, ce qu'il fait parfois, très rarement, on gagnera in fine au tribunal. Gabriel Zucman, dans son dernier livre, là, le titre, parce que je n'ai pas amené le livre là, mais tu m'as dit une injustice... Le triomphe de l'injustice. Le triomphe de l'injustice. Magnifique livre, hein, je vous encourage à vraiment le lire. Il vient de paraître là au Seuil. Il en est co-auteur d'ailleurs. Conteste la nuance. Il explique que tous ceux qui arguent de l'optimisation fiscale, à partir du moment où leur motif n'est pas un motif économique pour des pertinences ou des performances économiques, sont de l'ordre en réalité de l'évasion fiscale. La seule chose qui fait qu'on ne qualifie pas ça d'illégal, c'est la faiblesse des États et la faiblesse des appareils d'État à poursuivre et à gagner contre ces fraudeurs. Voilà. Et du coup, si on a une définition large de l'évasion fiscale, les 80 milliards, ils passent à combien? Je ne sais pas, je te dirais sûrement une bêtise si je te répondais, mais disons que ça doit être de l'ordre de peut-être 200, voire 300 milliards d'euros par an. C'est phénoménal, ce qui n'est pas payé à l'impôt par, en réalité, tous les grands groupes, toutes les grandes entreprises, toutes les start-up, quand elles sont dans le coup, et puis toutes les personnalités avec de la fortune personnelle. Ils vont trouver tous les moyens.
j'ai mis sur Facebook là une sorte de petite bibliothèque. Vous avez des gens qui sont des économistes absolument spécialistes de ça, de comment ce volume considérable d'évitement de l'impôt est un sport absolument banal chez ceux qui ont de l'argent, que ce soit les entreprises ou que ce soit des personnes physiques. Je vous donne un ou deux titres. C'est un sociologue très intéressant qui a travaillé spécifiquement sur ce sujet. Il s'appelle Alexis Spire, S-P-I-R-E. Voilà, il a chez Raison d'Agir un petit livre qui s'appelle « Faible et puissant face à l'impôt ». En fait, il a travaillé avec les agents de Bercy. En tant que sociologue, il a été voir vraiment tous les agents de Bercy. Bon, il a compris, décrit et publié toutes les procédures absolument banales qui fait qu'à partir d'un certain niveau de richesse, que l'on soit personne physique ou morale, on ne paye pas d'impôts, ou on en paye très très peu. Avec des procédures soi-disant légales, qui utilisent le code des impôts, qui est quelque chose de monstrueux. Tous les juristes qui travaillent sur le sujet vous disent que c'est immaîtrisable. C'est fait pour d'ailleurs. Mais voilà, eux disent ça, c'est que cet évitement de l'impôt est quelque chose de systématique et qu'on l'appelle l'optimisation fiscale, mais qu'en réalité, c'est quand même de l'évasion fiscale. Mais si, excusez-moi, si on en reste à la définition de l'illégalité pure et dure, qui ne ferait pas discussion au tribunal, c'est 80 milliards d'euros par an. Oui, le paradoxe n'est-il pas que ces personnes-là qui fabriquent l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, ils se sont construits une déontologie disant que s'ils ne font pas ça, ils ne font pas leur boulot, ils font presque de l'abus de bien social à ne pas le faire. Oui, bon, ça, il y aura forcément, il y a de l'argumentation toujours, celle-là est délirante. Excusez-moi, mais les gens qui arguent... Oui, mais raisonnent comme ça. Oui, oui, mais ils sont délirants. Enfin, ils sont délirants. Non, ils ne sont pas délirants, puisqu'en fait, ils ont raison, dans le sens où c'est eux qui gagnent dans cette affaire. Ce qui est délirant, c'est qu'on ait un système administratif, et évidemment derrière politique, qui permettent ce genre d'argumentation sans que ça porte à conséquence. Il y avait, hop, deux, et puis après on va continuer le propos. Par rapport aux chiffres que vous donnez, est-ce que c'est le flux financier qui part à l'étranger ou est-ce que c'est l'impôt qui devrait être récupéré? C'est quand même différent de... Non, vous avez absolument raison, c'est le flux financier qui part à l'étranger, donc ça n'est pas l'impôt qui devrait être récupéré, et en gros qui devrait être 60% de ça, dans le cadre actuellement de la fiscalité française. Mais non, c'est le flux qui part à l'étranger. C'est le chiffre d'affaires, parce que ce sont des affaires qui génèrent ça, et qui sont valorisées. C'est par exemple beaucoup de la propriété intellectuelle. Vous vendez des brevets, vous vendez de l'intelligence, vous vous faites payer dans un autre pays que le vôtre, souvent avec des prétextes, c'est que vous allez d'ailleurs dans ces pays, ou que votre boîte a une filiale dans ces pays. Voilà, c'est tout simplement de la justification du fait que vos royalties sont payées, mais elles sont payées quand même à des sociétés écrans qui elles-mêmes thésaurisent dans des comptes bancaires, dans des paradis fiscaux. Mais donc, il faut faire la nuance. N'empêche qu'en termes de ce qui manque aux finances publiques, in fine, surtout si on ajoute la marge, disons, qui pourrait se discuter vraiment sur ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, allez, c'est quand même, in fine, presque 100 milliards qui manquent à l'impôt français chaque année. Si vous le comparez aux enveloppes budgétaires de nos grandes missions publiques, l'école, l'hôpital, on est dans les mêmes ordres de grandeur. J'ai en mémoire comme ça que l'éducation nationale, le budget, c'est 80 milliards d'euros par an, je crois. J'ai un peu oublié, mais il me semble que c'était ça. Donc on est dans des ordres de grandeur comparables. Alors, Régis, excuse-moi, il y avait une question. Le fait que, à la fin, les méchants ils gagnent. Plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. Pardon. Oui, parce que le micro est là, en fait. Ah oui, pardon. Le fait qu'à la fin, les méchants ils gagnent. Enfin, les fraudeurs, appelons-les fraudeurs. Voilà. Dans quelle mesure les gentils sont responsables?
dans quelle mesure Oui. la corruption va jusqu'à vicier les règles pour Bien sûr. qu'à la fin les gentils perdent. Eh, corruption, nous sommes tous responsables. J'ai pas dit coupable. Mais, de réponse rapide, mais on en reparlera parce que c'est une question politique, presque sociologique bien sûr, anthropologique pourquoi pas, voire même métaphysique après. Mais bon, primo, oui, notre passivité, notre non-engagement en termes de lutte contre, notre aveuglement volontaire, parce que si nous sommes aveuglés, si nous ne savons pas, c'est que nous ne voulons pas savoir, puisqu'on a tout pour savoir, est responsable, et quelque part fait partie du système qui permet la fraude. Quand une société ne veut pas voir, ne veut pas comprendre, et n'agit pas contre, mais en termes citoyens, pas seulement en termes politiques, ne disqualifie pas ses représentants politiques, dont elle a pourtant compris qu'ils sont soit des fraudeurs eux-mêmes, prenons l'exemple de Cahuzac, parce que j'ai eu à traiter cette... soit sont articulés aux fraudeurs, voire à des criminels. Si on n'agit pas contre, on a une responsabilité. C'est la servitude volontaire qui a bien été décrite et dénoncée sans doute au XVIe siècle par la Boétie. Premier niveau. Deuxième niveau de responsabilité, en sociologie, on appelle ça le mimétisme. Il est évident que quand des élites, avec une certaine ostentation, étalent leur fraude, se vantent éventuellement de leur fraude, ou fraudent avec provocation, que notre culture, un certain cinéma, une certaine littérature, héroïse, des sociologues ont travaillé sur le sujet, de l'héroïsation de la fraude, voire de la criminalité, héroïsation de la mafia. Nous, les petits, et vous savez quel effet ça a malheureusement dans les milieux les plus défavorisés, se disent, mais alors eux, mais pourquoi pas moi? Les gens qui sont pas cons, c'est ceux qui ne respectent pas la loi, puisque ce sont ceux qui gagnent le plus, qui roulent dans les belles voitures, qui sont habillés comme des nababs, qui vont dans les grands restaurants, et ils n'ont jamais de problème. Il faut être complètement idiot pour respecter la loi. Et donc, malheureusement, chez les personnes qui n'ont pas une structure morale, par le fait de l'éducation, par le fait peut-être d'une certaine nature humaine, tant qu'elle n'est pas dévoyée, évidemment vont être tentées par mimétisme, et c'est mesuré par la sociologie, par mimétisme, de faire comme leurs élites. Et c'est un phénomène qu'on mesure, c'est-à-dire que, vous savez, il y a une expression populaire qui dit « le poisson pourrit par la tête ». Mais bon, c'est un phénomène sociologique qui est vérifié, c'est-à-dire que quand il y a une dégradation, et c'est une sorte de cercle vicieux, de l'encadrement d'une société, cette société elle-même décade, rentre en décadence. Un grand fondateur de la sociologie contemporaine, Marcel Mauss, quand même, nous a parlé de l'anomie. L'anomie, c'est ne pas respecter, nomos, la loi, pas de loi, qui est un phénomène sociologique dynamique. Il l'avait étudié par rapport, avec Durkheim, par rapport au suicide. La question du suicide. Pourquoi il y a des épidémies tout d'un coup de suicide? Bon, il voit bien qu'il y a des cycles dans les sociétés qui sont des cycles anomiques. Cycle anomique, c'est quand, mais on le vit quotidiennement, y compris dans la transgression banale, qui est de ne pas respecter les feux rouges, de ne pas respecter le... Voilà. L'anomie, c'est quelque chose qui est la transgression par toute une société, de façon de plus en plus dynamique, mais qui est alimentée par un mimétisme. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais votre question, bien sûr, est très intéressante. 600 milliards d'euros qui manquaient à la France en 2012. Bon, Gabriel Zucman, on est quand même assez copains. Maintenant, il est à Berkeley, il continue ses travaux, il les approfondit. D'ailleurs, il a été conseiller il est conseiller de Benny aux États-Unis pour la politique justement de justice fiscale aux États-Unis. Il y a bien besoin, mais il se mêle aussi quand même évidemment des affaires françaises. Et on a reparlé de ça il y a un an, quand il a
republié une deuxième édition de son petit livre, cette richesse qui manque aux nations. Il faut que je vous donne quand même le titre précis. Ces petits livres magnifiques, là, vous savez, c'est presque des livres de poche au seuil. Je ne fais pas de publicité, hein. C'est totalement sincère. Voilà, c'est celui-là, Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations, enquête sur les paradis fiscaux. Et alors donc il avait, parce qu'à l'époque, il n'avait pas, en 2012, les résultats des Panama Papers. Là, il en fait son miel, donc les leçons des Panama Papers, nouvelle édition augmentée, ça date de l'an dernier. Je le recontacte, on parle de ça, et ça produit un billet que je fais dans mon blog sur Mediapart, à l'occasion de la publication d'ailleurs d'un autre livre, de quelqu'un qui m'interviewe. On évalue avec Gabriel Zucman, il évalue pour moi, mais le montant à 700 milliards aujourd'hui, pour la France. Hein. Ce capital qui était de 580 milliards, il est de 700 milliards aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrangé, malgré, vous le savez, beaucoup de rotomontades du gouvernement de François Hollande, sous François Hollande. On en est donc à une évasion fiscale qui a continué d'exploser parce qu'elle explose. Et c'est encore d'ailleurs les termes de Gabriel Zucman, là, dans son tout dernier livre, là, sur cette injustice, ce triomphe de l'injustice. Il le dit, tous les chapitres centraux sont sur ce phénomène, alors à l'échelle mondiale. C'est une explosion du phénomène de l'évasion fiscale. Elle a une utilité, cette évasion fiscale. Elle n'est pas du tout uniquement pour échapper à l'impôt. On pourrait se dire, voilà, c'est des gens qui font ça, des entreprises qui font ça, et puis des gens fortunés qui font ça pour échapper à l'impôt parce qu'ils ont comme idéologie qu'ils ne doivent rien aux autres. Ça, c'est pas tout à fait faux. Ils ont cette idéologie. Mais c'est bien sûr pas leur vrai motif, pas un motif très sérieux pour des gens sérieux. Leur motif, c'est que l'argent qu'ils ont comme ça, il leur sert à faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire avec de l'argent qu'ils auraient ici au Crédit Coopératif à Paris, et qui évidemment, tous nos mouvements, vous comme moi, à chaque fois qu'on fait un chèque ou qu'on fait un paiement en carte bleue, il n'y a tout est transparent sur ce qu'on fait de notre argent. Si vous voulez aller dans une armurerie, vous achetez des fusils à pompe, l'État saura que vous avez acheté des fusils à pompe dans l'armurerie, même légalement, si vous avez le permis de chasser ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, on le saura. Donc vous ne pouvez pas vous acheter... vous achetez quoi, en fait, avec de l'argent qui est invisible? Acheter. Alors on achète des fusils à pompe, mais on peut acheter des hommes et des femmes. Quand on achète des hommes et des femmes, il y a ceux qui s'achètent des hommes et des femmes pour un usage personnel. Il y a ceux qui achètent des hommes et des femmes parce que ces hommes et ces femmes, qu'ils ont d'ailleurs parfois aidé à placer, mais c'est une façon de les aider à les placer, ont le pouvoir politique. Et un pouvoir politique qui leur permet d'arranger leurs affaires. Vous êtes un grand industriel de l'armement. Vous êtes un grand industriel du luxe. Vous êtes un grand avionneur qui fait en même temps des avions de combat. C'est qui votre client? Vous avez intérêt à ce que ça soit un ami. Parce que si ce n'est pas un ami, pourquoi il vous achèterait à vous vos avions plutôt qu'à celui-là, là-bas, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, ou qui est... je ne sais pas. Il y a un marché, ils ont tous le culte du marché. Vous avez le sentiment, vous, que nos grands industriels, qui produisent des choses parfois très sensibles, mais très chères, ne sont pas un peu favorisés? Qu'ils soient dans le BTP, qui fait les grands chantiers du Grand Paris, des Jeux Olympiques de 2024, en 1980, dans les années 90, de l'eau, des ordures, du BTP dans la région de Grenoble. Alors moi, je suis tombé sur Grenoble. Tant pis pour Alain Carignon, qui est d'ailleurs, vous savez, toujours candidat, à nouveau. Ça ne gêne pas, hein. Quand vous êtes un grand industriel,
eh ben, vous avez drôlement intérêt à aider les campagnes électorales, mais pas que les campagnes électorales, la vie politique, l'existence politique, des gens qui un jour arrivent peut-être au pouvoir et vont être vos commanditaires. Ça s'appelle la corruption. Pourquoi Madame Bettencourt, avant il y avait Monsieur Bettencourt avec elle, mais il est mort avant elle, pourquoi la famille Bettencourt a à la fois fait de l'évasion fiscale de façon phénoménale et en même temps faisait des enveloppes à tout le monde politique sérieux qui avait des chances d'arriver au pouvoir pendant tellement d'années, pour ne pas dire de décennies. Eh bien parce que ça fait une sorte de boucle vertueuse, de leur point de vue, s'entend. Tu me permets de ne pas payer l'impôt. Tes services n'iront pas y regarder. Mais moi, je te paye tous tes frais somptuaires de représentation, de clientélisme, parce que la politique, en France, comme dans... Il y a des gradients entre les pays du Nord et les pays du Sud. En France, on est au gradient milieu par rapport à l'Europe. Il n'y a pas de politique sans inviter à déjeuner. Mais vous n'allez pas inviter à déjeuner à BioBurger. Vous allez inviter à déjeuner, ça se situe toujours dans le 8e arrondissement. Ça coûte très cher. Ce n'est pas que pendant les campagnes électorales. Votre vie politique, votre existence politique n'existe que sur des financements qui ne sont pas vos cotisations, parce que vous cotisez tous à au moins un parti politique, comme moi. Il y en a beaucoup des cotisants aux partis politiques en France. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et quand il y en a, c'est des faux. Donc il faut bien trouver l'argent quelque part. Ben, vous n'existez pas politiquement s'il n'y a pas de généreux donateurs, mais qui ne peuvent pas le faire très ouvertement, parce que tout ça n'est pas très légal. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez au restaurant et que vous invitez des gens importants, que vous les convaincre que vous êtes le meilleur prochain candidat, vous payez avec du liquide, des gros billets qui sortent des poches. Tous les gens qui sont dans les beaux quartiers et qui reçoivent tout ce monde, ce qu'on appelle le microcosme, savent qu'on ne fait jamais un chèque, on ne paye jamais en carte bleue, on sort des gros billets, minimum des billets de 200 euros. Billet de 500 euros a fini par gêner quand même. Mais c'est tout récent. Bon, moi par mon métier j'ai vu ça. C'est-à-dire que ce que je vous raconte, c'est extrêmement banal. Vous êtes invité, si vous vous laissez inviter par des gens qui ont une vie politique relativement importante, même pas très importante. C'est d'abord souvent royal. Royal. On est quand même dans une sorte d'ancien régime de ce point de vue-là. Et c'est en liquide. Vous existez politiquement du fait de gens qui ont les moyens de vous payer discrètement. Ces gens-là, il faut donc qu'ils puissent sortir l'argent d'endroits où il n'a pas été déclaré. Parce que sans ça, il y a de la comptabilité. Mais le retour sur investissement, il est super. Parce que une campagne présidentielle officielle, c'est 20 millions d'euros. Pour un gros candidat. Un candidat qui a des chances. Le vrai chiffre, c'est 50 millions d'euros. Au bas mot. Donc il y a 30 millions d'euros, là, on les trouve où? On ne peut pas les trouver par du financement officiel. Ça coûte donc aux heureux donateurs la campagne, mais ça coûte plus cher parce que même pendant les périodes où il n'y a pas campagne, il faut payer quand même des trucs. Bon, ça coûte quelques dizaines de millions d'euros, max, sur des périodes, un quinquennat, quelques centaines de millions d'euros. Enfin, ils sont dans le club, ils sont quand même un certain nombre. Vous prenez ceux qui font des avions, vous prenez ceux qui font du luxe, vous prenez... Voilà, c'est quand même... ils ont les moyens de se partager la charge d'alimenter tout ce monde politique. Mais le retour sur investissement, c'est quand vos amis dont vous avez financé la vie politique, l'existence politique et les campagnes sont aux manettes et qui vous font des commandes, c'est pour combien qu'ils vous font des commandes? Les avions là dont on parle, là, c'est quoi les montants? Le business international que vous pouvez faire en Afrique, dans des ports,
avec du transport des bois tropicaux qui, pour 40% d'entre eux, d'ailleurs, sont des bois de trafic. Quand vous êtes autorisé à faire tout ça sans gêne, c'est quoi le revenu que vous tirez de ça? Ça peut être le décuple de ce que vous avez investi par le biais de la corruption. Est-ce qu'elle est claire, la boucle de l'utilité de l'évasion fiscale pour bénéficier de capacité de donner l'argent de poche, parce que pour les gens dont on parle, c'est de l'ordre de l'argent de poche, à ces gentils serviteurs qui vont ensuite vous servir dans vos affaires. Est-ce que cette boucle est claire? Ça a l'air, puisque personne dit « Ouais, non, j'ai rien compris ». Alors, excusez-moi, il y a avant vous, là. C'est vous. Quand il y a des rencontres entre la personne qui se vend des avions et un président de la République en campagne, est-ce que c'est, enfin, vous n'avez pas accès aux conversations, mais est-ce que c'est explicitement mentionné le fait que contre financement de campagne, il y aura des marchés qui vont être faits en notre faveur, ou est-ce que c'est... Mais vous êtes très grossier. Bien sûr que non, il n'y a pas besoin. C'est de l'ordre de l'entendu, ni du sous-entendu. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Quand ces personnes se rencontrent, lisez les récits des Pinson et Pinson Charlot, de ce qui se passe au club interallié, où on parle de tout sauf de ça. On parle des enfants, on parle du polo, on parle de la dernière montre Cartier, des sports d'hiver à Avoria. Enfin, vous voyez, on parle de choses quand même un peu chic. Il n'y a pas besoin d'en parler, puisque ça se fait de toute façon. Alors des fois, il y a des petits réglages sur certains trucs, mais ça, c'est les avocats qui s'en occupent. C'est les sous-fifres. Y compris dans la politique, un Cahuzac, quelque part, est un sous-fifre. Il va s'occuper de la mauvaise cuisine. Parce que c'est pas Cahuzac qui est le grand profiteur de l'évasion fiscale qui l'a organisé. Il en a un peu profité, et on l'a coincé que là-dessus, d'ailleurs. Mais, je sais pas, le monsieur de Compiègne, tous ces gens-là sont là pour ça. Vous pensez que Chirac, à la mairie de Paris, c'est lui qui ramassait les enveloppes? Des gens qui faisaient du BTP dans la région? Non, ça lui arrivait quand même. Malgré tout, ça arrivait qu'il soit dans le bureau au moment où on amenait les enveloppes. Mais il ne les voyait pas. Non, il n'y a pas besoin d'en parler. Parce que c'est systémique. C'est ça que je veux vous dire aussi. C'est que ce que je vous raconte là, ce n'est pas un polar qui va concerner certains. Alors, attention, on vous dit toujours, ouais, vous êtes de ceux qui disent tous pourris. C'est très dangereux pour la démocratie. C'est le motif pour qu'on ait Marine Le Pen et le tous pourri. Mais enfin, c'est presque tous pourris, c'est-à-dire que de toute façon, c'est pas une question de pourri, le mot n'est pas le bon. C'est que notre système, notre société, et sans doute à partir du XVIIIe siècle, ça apparaît, ces phénomènes d'évasion fiscale. Même Voltaire en a parlé, vous savez. À partir du moment où il commence à y avoir de l'accumulation, en termes économiques, où on commence à voir les premières affaires industrielles, des gens sont tentés de mettre l'argent de côté. La Suisse commence d'exister comme paradis fiscal, là, à ce moment-là, fin du XVIIIe, et la Révolution française, d'ailleurs, dans la noblesse française, produit un mouvement de dissimulation d'une partie de sa richesse en Suisse. C'est pour ça que Voltaire en parle, d'ailleurs. Il dit, suivez un banquier suisse, si vous le voyez se jeter par la fenêtre, c'est qu'il y a de l'argent à ramasser par terre. Donc déjà, on connaît à la fin du XVIIIe qu'il se passe quelque chose qui commence. Après, 19e siècle, révolution industrielle, là, ça commence à augmenter. Et puis dans la Troisième République, il y a des grands scandales. Il commence à y avoir des premiers grands scandales d'évasion fiscale. Donc c'est une histoire qui est très, très liée quand même à un système économique
et politique qui va avec, qu'on appelle le capitalisme, tout bêtement. Il n'y a pas d'évasion fiscale quand il n'y a pas de capitalisme. Et il n'y a pas de corruption, ou très peu, ou des corruptions que les anthropologues ont étudiées, y compris d'ailleurs à partir du Mésolithique. On voit les premiers achats, disons, d'autres personnes à partir du Mésolithique. Il y a de beaux travaux sur le sujet. Ce n'est pas notre sujet, parce que c'est autre chose, la corruption contemporaine. La corruption contemporaine est profondément attachée au système économique contemporain, qui est tout bêtement un système d'accumulation de richesses totalement inédit dans l'histoire de l'humanité, et qui s'appelle tout bêtement le capitalisme. Tout d'un coup, il y a des sommes considérables, il y a besoin de mobilisation financière considérable, d'investissements considérables, stratégiques, dont certains peuvent être discrets, etc. Donc c'est systémique. Donc il n'y a même pas besoin d'en parler, puisque à partir du moment où on vit, travaille et sommes dans ce système, il comprend naturellement, presque naturellement, l'évasion fiscale et la corruption. Évidemment, c'est un tabou, parce que c'est pas ce qu'on vous apprend à l'école. Quand vous allez à une école où il y a liberté, égalité, fraternité, et où on fait de l'instruction civique, et on produit 9 benets pour un qui aura compris et qui dirigera les 9 benets quand on sera tous sortis de l'école. Vous êtes sortis de Polytechnique. Normalement, un certain nombre de ceux qui sortent de Polytechnique, ou des grands corps d'État, alors ne parlons pas de l'ENA même, comprennent très bien le système, et eux, ils vont faire partie des gens qui n'en parlent pas de ça, et qui vivent de ça. Oui, il y a encore quelques années, il était admis que des groupes français puissent corrompre des clients étrangers. Et c'est une réalité qui était admise par l'administration française, puisque ces montants qui étaient des pots de vin, les commissions, on appelait ça commissions, on appelait ça des frais de vente à une époque, j'ai connu ça, étaient déclarés à Bercy et étaient donc déductibles des impôts sur la société payés par les grands groupes français. Bien sûr. Mais la théorie et la doctrine étaient que ça c'était moral. Ce qui ne l'était pas, c'était les rétrocommissions. Bon. Et ça, c'était pas bien. C'était même illégal. Et c'était illégal. Mais quelque part, la commission était légale. Oui. La rétrocommission était illégale. En quelle mesure est-ce que vous pensez que cette facilité prise avec la morale, fondamentalement, a pu encourager ou amplifier le phénomène de la corruption et de la fraude fiscale tel que vous le définissez aujourd'hui? Elle ne l'a pas encouragée, elle était cohérente avec. Quelque part, elle était moins hypocrite que maintenant, on continue de faire des commissions, et on est obligé de faire des commissions secrètes, parce que pour quand même lâcher un peu de lest vis-à-vis de l'opinion publique et de tous ces journalistes qui nous emmerdent avec les dénonciations au milieu des années 90 de ces commissions, on a été obligé de dire que c'était illégal. Mais enfin, une fois qu'on a dit que c'est illégal et qu'il n'y a pas de gendarme pour dire vous avez brûlé le feu rouge, tout le monde en fait, et plus que jamais. Et en plus, c'est un jeu international où chacun se tire la bourre. Les États-Unis nous font des procès pour corruption. Eux-mêmes sont les plus grands corrupteurs de la planète. Ce qui veut dire que on a juste changé la signalétique pour le peuple. Les gens qui sont dans les affaires rigolent. C'est comme la fameuse transparence des échanges bancaires. Comme on est quelques-uns à avoir révélé au début des années 2010 ces questions d'évasion fiscale, on a dit on va faire l'échange automatique de données bancaires. Ça va tout régler. Vous avez un compte en Suisse, parce que alors voilà, si vous créditez ou si vous débitez, on va transmettre au fisc de votre pays ces mouvements. Il n'y a pas de problème puisque vous faites des mouvements à titre honnête. Vous avez une société écran, vous ne déclarez rien du tout. Je peux vous dire, j'ai travaillé avec une juriste formidable qui s'appelle Chantal Cutajar, qui est à l'université de Strasbourg, qui est une spécialiste, peut-être la meilleure spécialiste européenne des sociétés écrans. Mais qu'est-ce qu'on rigole quand on parle de ces lois qui soi-disant proscrivent
les sociétés, alors même pas les sociétés écrans parce qu'on ne l'a même pas fait, mais l'échange automatique de données bancaires. Alors ça fait hurler de rire tous les gens qui travaillent sur l'évasion fiscale, la corruption, etc. Quand l'État couvrait, voire défiscalisait les cadeaux que l'on faisait à des dictateurs africains ou asiatiques pour qu'ils nous achètent nos beaux Rafales ou nos Mirages, au moins, voilà, on était cohérent, puisque c'est bien le système dont je vous parle, qui est un système, qui est notre système économique. Parce que le délire originaire, il est de produire des Mirages, il est de produire des Rafales, il est de piller la planète. Et que tout ça ne peut pas se faire si on n'est pas dans des ordres de grandeur d'échanges financiers qui sont insoutenables par des sociétés durables. Et donc tout ce système fou qu'est le capitalisme financiarisé, en plus financiarisé, ce système fou ne peut fonctionner que dans des procédures secrètes. Dans les livres là, dont j'ai fait la petite bibliothèque, parce que j'ai sorti rapidement, là en fin de journée, quelques livres, je vous recommande le travail, parce qu'il y a eu plusieurs livres, d'un très grand commissaire divisionnaire, très grand fonctionnaire de police et de renseignement, qui a publié chez Odile Jacob, qui n'est pas éditrice de romans policiers, une série de livres sur la criminalité financière. Ça vaut le coup de le lire parce que son nom c'est Jean-François Guéraud. G-A-Y-R-A-U-D. Est-ce que c'est visible? À peu près. Mais je vais dire le nom du le nouveau, alors il dit le nouveau parce qu'évidemment il faut faire quand même, le nouveau capitalisme criminel, avec une préface de Paul Jorion. Lui a vécu ça aux États-Unis, qui a compris ce qu'il en était aux États-Unis. Chez Odile Jacob, disait le livre de Jean-François Guéraud, qui a été au sein de l'administration française de police, au plus haut niveau de la police judiciaire et du renseignement aussi. C'est un de ses derniers livres. Lui, il vous explique tout bêtement comment c'est systémique. Comment c'est lié d'ailleurs à des choses que certains peut-être d'entre vous connaissent, les algorithmes que des gens très intelligents comme vous créent pour les banques, de sorte à faire du trading supersonique qui est lié au blanchiment, qui ne peut d'ailleurs avoir un intérêt qu'en manipulant toute la finance noire mondiale, ce fameux trou noir qui aujourd'hui en termes de masse financière est beaucoup plus important, à dépasser plus de la moitié de la finance mondiale, des disponibilités financières mondiales. Voilà. C'est systémique. Si on ne veut pas comprendre ça, si on refuse, si on fait l'autruche, qu'on n'ose pas aller jusqu'à se dire que nous sommes dans un système économique et politique qui, depuis le XVIIIe siècle, n'a cessé de s'aggraver, dans la nécessité de l'évasion fiscale, jusqu'à, c'est ce que veulent obtenir ceux qui la font, qu'il n'y ait plus d'impôt du tout. Vous savez, c'est vraiment les plans politiques de certains, c'est que l'impôt, finalement, est devenu totalement inutile. Et la possibilité d'acheter comme on veut ce que l'on veut, y compris la capacité politique. Regardez quand même les campagnes américaines. Là, c'est explicite. Chez nous, il y a encore un peu de gêne. Bon, si on ne comprend pas que c'est systémique, autant continuer d'aller se passionner pour les débats électoraux comme on en a vu un hier. Enfin, moi, j'ai pas duré longtemps. C'était sur LCI, là, pour la campagne municipale de Paris. Il y avait les marionnettes, là, Rachida Dati, Agnès Buzyn, Hidalgo, même mon ami Daniel était là, bien obligé, tout le monde est là, au garde à vous, le mec, le facho de service, et puis on vous fait guignol, et puis on va y croire, et puis on va penser que c'est très important, et puis on va pas, et puis voilà, on
On va voter pour l'une ou l'un d'entre eux, un peu au hasard d'ailleurs, de plus en plus. Et puis on n'ira pas voir plus loin. Enfin bon, on nourrit finalement ce qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui un beau concept, l'effondrement. Tout bêtement, l'effondrement. C'est la troisième partie que je voudrais aborder avec vous, parce qu'on n'a pas encore prononcé. Je vous ai fait la boucle, évasion fiscale, corruption. La question démocratique, on vient de l'aborder là à l'instant. Ceux qui vont continuer de croire à ce système vont continuer de penser qu'ils vont être très bien représentés, même s'il y a un petit peu à y redire, par Emmanuel Macron. Lisez le livre de Mark Endeveld, qui est paru au printemps dernier, qui s'appelle Le Grand Manipulateur. Lisez ça, lisez. Lisez le livre du grand reporter au Nouvel Observateur, Jauvert, qui vient de paraître, qui s'appelle Les Rapaces, je crois. Je vais vous dire le titre précis. Je suis désolé, je suis un peu vieux, donc avec des petits problèmes de mémoire sur tous ces livres extraordinaires. Ça s'appelle Les Voraces, les élites et l'argent sous Macron. Vincent Jauvert, une couverture rouge chez Robert Laffont. Waouh, sûrement du roman policier, fantaisiste. Non. On a le même âge, il est grand reporter au Nouvel Obs. Personne n'a osé le virer, d'ailleurs, au Nouvel Obs. Je trouve ça un peu extraordinaire, d'ailleurs. Voilà, vous avez la liste complète, hein, de droite comme de gauche, de tous nos dirigeants politiques actuels. Et comment ils émargent à la fois à Bercy, pour parfois des dizaines de milliers d'euros, enfin même des centaines de milliers d'euros par an, salaire, et comment ils peuvent être maires d'une ville, allez au hasard, la ville de Troyes. Ça vous dit quelque chose, là? Il y a un jeune homme, là, qui, à droite, dont on nous dit qu'il est le héros, le nouveau héros de la droite, enfin depuis quelques années. Les Voraces. C'est devenu... Il n'y a même plus de faille. Il n'y a même plus un ou une qui échappe, disons, à cette mentalité qui est le conflit d'intérêts et la corruption. Je vous dis ça parce que ça a quelque chose quand même à voir avec la situation politique dans laquelle nous sommes. Depuis 1 an et demi, on a une sorte de... Moi, je l'appelle une révolution qui essaye de démarrer, enfin, qui s'exprime avec beaucoup de faiblesse, finalement, d'autant que la force de l'État ne lésine pas à les écraser, voire à les martyriser parfois. Mais enfin, la révolution gronde quand même. Et le mot, d'ailleurs, n'est plus un mot tabou. Moi, le mot corruption, quand je l'ai lancé à l'époque, c'était un peu tabou encore. Plus tabou. Après, 2 ans après, je fais Résistance, 2014. Et il y en a qui disent, t'es gonflé quand même. La résistance. Bon, très bien, des grands résistants. Je suis une famille, bon, on a la chance d'avoir le bon héritage, disons. Résistance, aujourd'hui, vous allez dans les cortèges, dans les manifestations, tout le monde dit résistance, résistance. Et sans injurier les résistants entre juillet 40 et la libération. Démocratie. Oh là là. Enfin, on peut le prononcer, mais on le prononce, quand on le prononce, on parle de quoi? D'un idéal très lointain, voire d'un idéal qui s'est terriblement éloigné. On n'y croit plus. Même le mot république, ça fait... Voilà. Sauf si on est encore un peu... Je vous prie de m'excuser, je le dis. Si on est un peu imbécile, on ne va pas oser le dire. On ne va pas oser dire, on est en république ou on est en démocratie. Hein? Il faut être imbécile. Alors, il y a la dimension être utopique de cette... Voilà. Il faut cette utopie et il faut cette naïveté assumée, cette enfance, quelque part, qui est la force de l'humanité. Voilà. Vous m'amenez tout de suite à une dimension presque métaphysique, disons, de notre situation. Mais oui, aujourd'hui, la démocratie, c'est la seule procédure collective et politique qui peut vaincre cette tendance mortifère parce qu'elle détruit la planète et qu'elle détruit l'humanité dans toutes ses dimensions, qualitatives et quantitatives, dans certains endroits. Il faut voyager pour voir ce qu'on voit dans certains pays, du fait de notre système. Eh bien, contre cette logique mortifère qu'on appelle l'effondrement, la seule procédure idéale, c'est la démocratie.
attaché à la démocratie. Après, on peut mettre plein d'autres choses encore plus principielles. La dignité, l'humanité, etc. Il suffit de lire la Bible d'ailleurs. Enfin, je veux dire, quand on lit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est question de ça. Quand on lit les prophètes, il est question de ça. C'est cette lutte terrible qu'il y a entre ces deux tendances quasiment naturelles et pourquoi pas métaphysiques de l'humanité. Mais on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans le triomphe de l'injustice, comme dit Gabriel Zucman. On est dans le triomphe de la violence. On est dans le triomphe de la domination. On est dans le triomphe de l'indécence. Je suis très attaché à Orwell. Dans Cœur de boxeur, j'ai fait une grande part à ce concept orwellien qu'on appelle la décence ordinaire ou la décence commune, selon la traduction. Mais il y a l'indécence extraordinaire de nos élites qui ne la voient pas, puisqu'elle est quasiment, elle nous est exposée médiatiquement, presque avec une sorte de jouissance perverse. Bien, cette démocratie, c'est, je pense, notre œuvre à venir, c'est notre mission première et urgente. Dans les livres que j'ai indiqués à Régis très rapidement hier, il y en avait deux. Il y avait le livre de Gabriel Zucman, Le triomphe de l'injustice. Et puis il y a ce livre-là qui paraît aujourd'hui même, on est le 5, voilà. C'est aujourd'hui qu'il est arrivé en librairie. Édouard Plenel, La sauvegarde du peuple, presse, liberté et démocratie. Parmi les journalistes, il y en a un quand même, mais avec ses amis, avec son équipe, avec ses collègues, qui n'a jamais lâché le morceau sur ce qu'on peut faire un journaliste de combat contre la corruption, au sens large du terme, en la révélant, c'est bien Édouard Plenel. Mais les enjeux, il nous les met parce qu'il remonte là une phrase de la Révolution française, d'un des constituants de la Révolution française, qui est une phrase toute bête. C'est un certain Jean-Sylvain Bailly, et c'est le 13 août 1789. Il a cette phrase toute simple, il devient le premier maire de Paris d'ailleurs. Il a cette phrase toute simple, la publicité est la sauvegarde du peuple. Alors attention, la publicité à l'époque, c'est pas la pub. La publicité, c'est rendre public. La publicité est la sauvegarde du peuple. Et il développe tout le long de son livre l'histoire de cette idée qui a été celle de la République, des républiques quand elles ont existé, des républiques démocratiques et sociales quand elles ont existé, qui était qu'il fallait que le peuple sache, qu'il se donne d'ailleurs par lui-même à savoir, et qu'en conséquence du savoir, il agisse politiquement pour empêcher les dominants de dominer, les prédateurs de préder, ou de prédater, je ne sais pas comment on dit, de bouffer les autres, etc. Et puis il le rapporte bien sûr à la situation d'aujourd'hui, Edoui, parce qu'il est quand même journaliste d'aujourd'hui. Un demi-siècle après sa formulation, vous allez voir de quoi il s'agit, ce n'est pas la formulation de la phrase, ce n'est pas 1789, c'est il y a 50 ans ce demi-siècle. Ce libéralisme autoritaire est devenu en quelque sorte notre ancien régime, à nous. Incarnation des confiscations et des prévarications qui, un peu partout sur la planète, nous mettent, parce que c'est mondialisé, nous mettent au défi de restaurer et de réinventer la démocratie. Sa vision d'un État fort au service d'un marché sauvage, il parle bien de ce capitalisme néolibéral, on le qualifie souvent comme ça, qui est né il y a 50 ans, et qui en plus est autoritaire, et de plus en plus. Eh bien, comment il bastonne, éborgne, arrache les mains et les pieds de ceux qui protestent. Sa vision d'un État fort au service d'un marché sauvage. Cet État qui commande des Rafales ou des Mirages, qui favorise les business des plus puissants. Sa vision d'un État fort au service d'un marché sauvage,
a rencontré la marchandisation des sociétés et la financiarisation des économies. Pour se protéger des assauts légitimes des populations qu'ils dépossèdent, qu'ils volent et oppressent, les intérêts sociaux minoritaires, parce que c'est évidemment, on dit le 0,1%, vous savez, enfin, ils sont minoritaires, c'est l'oligarchie. Les intérêts sociaux minoritaires qui en sont les bénéficiaires appellent de leur vœu des systèmes gouvernementaux où la liberté économique est non négociable quand la liberté politique devient optionnelle. J'arrête là ma lecture. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce passage définit exactement le moment politique dans lequel nous sommes, voire le moment anthropologique? Et je veux conclure là-dessus. Parce que je suis historien un peu de formation, et en plus mon truc, moi, c'était le Moyen-Âge, le XIIe siècle. Belle époque. Hein. Mais l'humanité n'a cessé d'évoluer. Déjà du point de vue démographique par rapport à ce qu'elle était même il y a 50 ans. Mais c'est les courbes. Elle n'a jamais eu autant de puissance technique, financière, de destruction massive, si on pense aux armements de toutes sortes, bien entendu, y compris nucléaires. Jamais notre humanité n'a été mondialisée comme elle l'est. Aujourd'hui, les gens qui ont réellement le pouvoir et la puissance ne se sentent attachés à aucune, enfin, ne se sentent contraints par aucune frontière. Ils n'ont plus de frontières, ils sont mondialisés. Mais il y a quelque chose de positif dans cette mondialisation, c'est qu'il y a une autre mondialisation, qui est la mondialisation des peuples. Moi, en tant qu'être humain, avec déjà la petite ancienneté que j'ai, je peux vous dire que ce à quoi j'ai assisté dans ces 5 dernières décennies, avant j'avais moins de 10 ans, donc je voyais moins, c'est quand même l'éclosion d'une humanité universelle, unie, fraternelle. Jamais, je pense, un Chinois n'a pu avoir les capacités de comprendre aussi bien un Libyen qu'un Sicilien, qu'un Norvégien, ou dans l'autre sens. Parce que ça existe, cette capacité à se sentir de la même humanité. Jamais l'humanité n'a autant détruit la nature, les autres espèces vivantes, végétales ou animales. Mais jamais non plus, peut-être, l'humanité n'a été aussi sensible à cette altérité qui est celle de la nature. On voit bien que de plus en plus de gens, et ce n'est pas des minuscules minorités, aujourd'hui, on appelle ça l'écologie, la sensibilité écologique, se sentent, comme François d'Assise, sœurs et frères du loup, sœurs et frères de l'oiseau, du soleil, de la terre. Et ça aussi, c'est mondialisé. Nous sommes à un moment, si on est religieux, si on a des notions de religion, on pourrait dire un moment eschatologique. L'eschatologie, c'est le moment des apocalypses, dans l'aspect de révélation et de catastrophe. Nous sommes à un moment, en tout cas, nous le pressentons tous, ou nous le savons tous, décisif de l'humanité et de notre petite société. Voilà, je veux finir là-dessus. Notre société, et nous, faisant la société, allons-nous, comme dit Edoui, refonder, restaurer, refonder la démocratie? Ou allons-nous nous laisser embarquer, dominer, écraser par les oligarchies de plus en plus violentes, autoritaires, totalitaires, qui n'ont plus grand-chose à envier au populisme fasciste qu'ils dénoncent, dans une dialectique électorale qui n'est pas difficile à démasquer. J'ai dit. Prends des questions? Vous parlez beaucoup de l'influence de
que c'est une corruption nationale ou à quel point est-ce qu'elle vient aussi de fonds étrangers? C'est difficile. Alors, elle vient aussi de fonds étrangers. Mais mon sentiment, disons, un peu étayé par une certaine connaissance du phénomène, c'est que malgré tout, la corruption nationale est beaucoup plus massive que la corruption internationale sur notre territoire. Alors, ceci étant dit, il y a... Allez, je vais le dire, c'est violent, hein. On a un système public qui, dans ses aspects stratégiques, militaires, de renseignement, là où il y a de la vraie puissance, est acheté, vendu par des systèmes étrangers. Mais en toute amitié, on nous parle beaucoup des Russes, bien sûr, depuis quelque temps. Et il n'est pas impossible que nos amis russes, qui ont certains moyens, se mêlent, bien entendu, de nos affaires publiques, et comme tout le monde, en faisant comme tout le monde, c'est-à-dire en favorisant, en achetant, tout ce que vous voulez, en investissant. Mais ce que moi j'ai connu, à travers mes sources, qui sont au cœur parfois de ce système administratif français, c'est qu'il n'y a même plus aucune gêne depuis, disons, allez, une petite vingtaine d'années, à ce que nos amis américains et nos amis israéliens, je parle par exemple des systèmes sécuritaires, soient en quelque sorte presque nos vrais patrons. Enfin, soient les vrais patrons de nos systèmes, de nos propres systèmes sécuritaires. La présence, mais sans aucune gêne, sans aucun masque, de ces amis-là dans nos administrations ou dans nos officines privées de sécurité, qui sont totalement dépendantes, liées, articulées au système public de la sécurité, mais est une banalité pour ceux qui y travaillent. Alors, vous savez, on parle des grands yeux, là, les 5 grands yeux, là. De toute façon, c'est même quasiment institutionnalisé, c'est-à-dire que le partage stratégique de la sûreté avec nos amis américains, enfin bon, en fait avec le camp atlantique. Ça, c'est la face visible de quelque chose de beaucoup plus profond, qui sont des relations, y compris d'affaires, entre nos dirigeants de nos systèmes sécuritaires, privés ou publics, et souvent d'ailleurs les frontières sont, comme partout ailleurs, de plus en plus floues, avec ceux qui dirigent les systèmes sécuritaires, privés ou publics, de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas du tout anti-sioniste, hein. J'ai même été très sioniste. Mais moi, voilà, on m'a raconté, j'ai vu, j'ai compris, que disons, par exemple, pour la question particulière d'Israël, depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin, on a un basculement de l'État israélien dans le tout sécuritaire absolu et la privatisation totale du sécuritaire israélien, ce qui autrefois était assumé par le Mossad, le Shin Bet, Tzahal. Voilà, on a cette belle mythologie d'un État israélien qui, parfois pieds nus, a vaincu les gens qui voulaient le détruire. Enfin, depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin, et c'est peut-être lié d'ailleurs, ceux qui ont pris le pouvoir en Israël, ce sont des affairistes. Ces gens-là, leur compétence, la plus belle compétence qu'ils ont, et elle est extraordinaire, c'est la compétence technologique et sécuritaire. Souvent, c'est lié. Tous nos systèmes sécuritaires à nous sont dépendants souvent technologiquement, mais aussi humainement, de nos amis israéliens qui, en réalité, évidemment, sont la pointe avancée du système atlantique. Le vrai grand patron est américain. Comment ne pas appeler ça de la corruption?
est-ce que vous savez ce qu'a fait Bernard Squarcini, patron du renseignement intérieur, quand François Hollande a été obligé de faire semblant de l'évacuer du système sécuritaire public français? Il a été embauché immédiatement comme le représentant en Europe d'une des plus grosses boîtes de renseignement privées américaines. Mais sans aucune gêne. Monsieur Benalla, c'est quoi? Il est à l'Élysée, il peut faire toutes les conneries qu'il veut. En même temps, il fait des affaires avec, lisez le bouquin de Mark Endeveld, en Afrique, avec le Maroc, avec les Israéliens, on y retrouve, avec tout le monde, les Russes d'ailleurs aussi. Le vrai Dieu maintenant, et la vraie mission de ce monde-là, c'est l'argent, c'est le fric. Ah oui, moi j'ai une question un peu politique, c'est comment on ramène à la compréhension de l'homme de la rue que nous sommes tous ces ordres de grandeur-là. Parce que je veux dire, dans la pièce, là, il y a peut-être un facteur, allez, 5, 10, grand maximum de revenus ou de capital entre nous tous. Avec un Bernard Arnault, je sais même pas combien il y a d'ordre de grandeur, quoi. C'est 10 000, c'est 100 000, je fais pas le calcul comme ça. Il y a ce problème-là, c'est que c'est tellement loin de notre réalité que c'est pas le même niveau de citoyenneté, c'est pas le même niveau, pas d'humanité, mais c'est pas la même vie, quoi. Et donc, on peut pas en être conscient, et on se dit quelque part que, moi c'est un argument qui m'est servi quand je parle de fraude fiscale, hein, ce qui m'arrive un peu, c'est oui, mais ce sont des gens de pouvoir, évidemment que à un moment ils passent par des choses un peu entortillées avec la loi, parce qu'ils ont des problématiques plus compliquées que toi, tu penses bien, dans ton petit boulot de tous les jours. Et comment on ramène ce truc qui est si lointain, qui est si incompréhensible pour nous, parce que nous, au final, on touche un revenu, on paye un loyer, on paye un emprunt, des choses très simples, à la masse électorale. Alors, si je peux me permettre, Régis, je pense que tu dis deux choses un peu différentes. Enfin, il y a deux thèmes. Donc, première question, je vais essayer d'en faire deux questions. Première question, les ordres de grandeur, qui pour nos capacités mentales sont effectivement difficiles à manier. Le livre, il s'appelle « C'est 600 milliards qui manquent à la France », 2012. Bon, c'était un peu inédit à l'époque, et le sujet, et puis ça m'arrive souvent que des gens me disent « Ah, c'est 600 millions » ou même dans les manifs de Gilets jaunes. Les gens sont très au courant aujourd'hui de l'évasion fiscale quand même comme thématique. Mais l'ordre de grandeur, pas facile. 600 milliards. C'est comme si on vous demande, quand on vous demande, imaginez l'infini. Bon, alors si on est Descartes, mathématicien, c'est une thématique, l'imagination de l'infini. Mais on est devant cette problématique pédagogique, disons. Mais il y a une réponse à ça. C'est l'éducation, c'est-à-dire que, oui, il faut qu'on fasse cet effort intellectuel et que l'on s'aide, aider les uns les autres à avoir la capacité de maîtriser intellectuellement, donc moralement, donc politiquement, ces ordres de grandeur. Parce que si on ne le fait pas, on dit « Ouais, oh non, ça j'y comprends rien ». C'est facile l'ignorance. C'est un vrai combat qui est le même que celui de la démocratie. Au cœur du projet démocratique et républicain, il y a l'école. Et d'ailleurs, vous êtes bien placé quand même. Je veux dire, c'est beau l'école, même quand c'est une grande école. Surtout quand ça vous inculque à la fois le savoir, la capacité intellectuelle à compter, et puis la capacité morale à juger. Et quelque part, notre idéal français, partagé heureusement bien entendu par d'autres nations, qui a été celui de l'éducation pour tous, à haut niveau, produisant des écoles normales supérieures, des grandes écoles, qui n'étaient pas au départ forcément élitistes, qui n'étaient pas des écoles de la reproduction, au sens où des sociologues importants, dénichés quand même, qui avaient
un problème de reproduction. C'est ça la réponse. Il ne faut pas renoncer devant la difficulté de l'ordre de grandeur. Parce que si on renonce à évaluer ce qu'ils nous volent, parce que Bernard Arnault, qui en un an fait l'équivalent de 6 siècles de vie d'un smicard, et encore, je dois me planter complètement en disant ça. C'est peut-être pas en un an, c'est peut-être en une semaine. Mais il faut le dire, et il faut l'écrire. Et il faut que des gens fassent des livres, des articles, ou aient des discussions, ou en allant chercher, parce que la documentation est disponible. Bah oui, tu sais, c'est ça qu'il fait, lui. C'est ça qu'il représente. Première réponse à ta question. C'est comme, tu sais, quand... moi, j'ai un fils physicien et qui a eu à un moment donné son intérêt pour l'astrophysique. Bon, la petite planète Terre, c'est beau quand moi on me met simplement le schéma du système solaire, rien que le système solaire, pour nous rappeler ce que nous sommes, mais rien du tout que nous sommes. Alors si on prend plus large, mais il faut qu'on ait ces images-là. C'est ça la vertu du savoir. Quand Edoui Plenel fait son livre sur... le troisième thème, c'est la démocratie, mais la sauvegarde du peuple, quand il dit la publicité, c'est bien entendu le journalisme, au meilleur sens du terme, mais c'est l'éducation. Je crois que nous devons, les uns et les autres, nous parler sans cesse, nous éduquer sans cesse, nous enseigner sans cesse. Contre, pas pour savoir, contre ce qui ne devrait pas être, ce qui est de l'ordre de l'inimaginable dans des ordres de grandeur scandaleux. La deuxième question que tu poses, c'est ça, c'est comment finalement nous tout petits, dans nos procédures quotidiennes, nos vies quotidiennes, on n'est pas complètement décalés par rapport à des gens dont on nous dit de façon un peu mystérieuse que leurs procédures doivent être différentes des nôtres, parce que tu comprends quand même, eux c'est du sérieux, c'est l'intérêt général, c'est la raison d'État qui doit protéger quand même la capacité de tuer illégalement si c'est nécessaire. Ces gens-là le font pour nous. D'accord? Ah ouais? Prouve-le-moi. Explique-le-moi. Justifie-le-moi. L'esprit critique. Relancer partout le questionnement par tous, de chacun et de chacun, vers tous. Le courage de la vérité, ce que les Grecs appelaient la parésia, que Diogène dans son tonneau harangue les puissants de ce monde, lui le cynique tout nu dans son tonneau, pour dire toi, tu fais quoi? Le journaliste, les journalistes, la faute est énorme du journalisme aujourd'hui, vous le savez bien, à quel point le journalisme est dans la faillite de sa mission. Mais, quelque part, les citoyens qui ne demandent pas ou ne règlent pas des comptes commencent à le faire avec la presse, cette presse de service de la puissance, des puissances et du pouvoir. La citoyenneté, la démocratie. La démocratie, c'est pas boire des pots ensemble. Hein. La démocratie, c'est se demander des comptes. C'est se demander les uns aux autres des justifications. Ce que font, moi je les aime bien quand même, ces députés de la France insoumise, tellement peu nombreux là, sur leur banc à gauche, se faisant couper le micro, injurier, menacer, mais qui posent des questions, qui disent non, j'ouvre, je ne me tairai pas, je ne vais pas me taire. Et je vais dire des choses, positivement, des très beaux discours. Dans Cœur de boxeur, j'ai cité un discours d'un d'entre eux, son nom m'échappe juste une seconde, au moment des lois sécuritaires nouvelles, supplémentaires. Il rappelle ce que ça a été quand même toute l'histoire des lois sécuritaires. Comment c'est en fait des appareils de répression du peuple. Bon, excusez-moi un blanc, mais peu importe.
le jeune député quand même de Picardie. Oui, François Ruffin, là, mais c'est pas lui dont je parlais précédemment. Mais François Ruffin qui pose toutes ces questions qu'il pose, ou en tout cas qui documente les situations réelles des gens. Cette façon d'être des démocrates, elle nous revient à tous. Voilà. Et il faut diffuser ça. Je pense que c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que quand même les gilets jaunes, les interpellations populaires aujourd'hui, ils commencent quand même à exister. Elles sont de cet ordre-là, elles sont de l'ordre de l'interpellation. Je ne sais pas si j'ai répondu, Régis. Très bien, merci. On a du boulot, quoi. Ouais, tu sais, c'est un boulot infini. C'est Révolution permanente est un titre facile parce que on peut le mettre à n'importe quelle sauce et c'est pas forcément ce qu'avait écrit Trotsky. Mais il y a dans cette idée de la permanence, dans cette idée que c'est toujours à faire, ça n'est jamais fini. Il y a quelque chose, c'est certain, qui est un peu fatigant, mais qui est la vérité de toute l'histoire humaine. Ça n'est jamais fini. Est-ce qu'on a les moyens de lutter contre la désertion citoyenne en deux thèmes, celui de l'obligation de l'impôt, c'est écrit, c'est constitutionnel. L'impôt, il est payable par tous les citoyens à raison de ses facultés. C'est écrit. Il y a encore des abrutis, enfin, qui ont été élus par cette constitution, mais qui veulent réduire l'assiette des imposables. Enfin, moi, je trouve qu'ils devraient, en d'autres siècles, ils auraient été guillotinés. Ça, c'est le premier point. Et l'autre désertion, l'abstention, me paraît aussi quelque chose de monstrueux qu'on peut entendre, mais qui me paraît être monstrueuse et qui doit être corrigée et contrée. Corrigé dans quel sens? Bah, Là, je taquine. Oui, mais Vous voulez donner la correction à... Bah, non, alors, ouais. Premier point. Moi, je serais pour le vote, une amende si on ne vient pas... Premier point sur l'impôt et la récolte de l'impôt et le contrôle fiscal, par exemple. L'État français s'est autodétruit. Bah oui. C'est clair et net. Enfin, l'État, oui. L'État français... L'exécutif. Ouais, bien sûr. Donc, les dirigeants, les gouvernants ont réussi à quasiment détruire complètement l'appareil administratif de récolte et de contrôle de l'impôt. Parler à des douaniers, parler aux agents de Bercy, c'est la bérésina totale. Ils n'ont ni les moyens humains qui ont fondu, ni les moyens techniques, parce qu'aujourd'hui les choses quand même aussi, évidemment, ont une dimension technique, de faire le moindre boulot sérieux. Et donc en conséquence, c'est pour ça qu'il y a cette explosion de la fraude fiscale, comprenant l'explosion de l'évasion fiscale, mais de la fraude fiscale en général. Donc c'est un problème éminemment politique, puisqu'évidemment, comme il s'agit d'outils d'État, il faut rétablir un État qui se donnera les moyens de récolter l'impôt et de contrôler la fraude fiscale. C'est donc un thème qui devrait être, je pense, toujours dans la discussion politique. La question de l'abstention. Figurez-vous que j'ai écrit un livre avant Cours de boxeur, qui est paru juste avant l'élection de 2017 présidentielle, dont le titre était « Voter, c'est abdiquer », qui était une formule d'Élisée Reclus, et qui représente toute la tradition anarchiste, libertaire, sur la vanité du vote, surtout quand il s'agit de vote sur des périmètres, comme par exemple dans la Ve République, le vote pour la présidentielle. J'ai adhéré personnellement à cette idée, et je n'ai pas voté ni au premier tour, ni au deuxième tour de la dernière présidentielle. Parce que je considérais que ma voix, pour l'une, ou pour l'un, ou pour l'autre, contre, ou pour, était de toute façon détournée, déviée. Oui, mais tu pouvais voter blanc. Alors, excuse-moi, non, mais non plus.
parce que ce que j'invalidais par cette position, c'était presque la constitution de la Ve République et la nécessité qu'il y ait une élection d'un président de la République. Je conteste que dans notre pays, il y ait le besoin, la nécessité d'une élection présidentielle et même d'un président de la République. Deuxième chose, quand même, réponse peut-être un peu plus importante, c'est que souvent, le vote, mais c'est historiquement documenté, a servi d'alibi pour ne plus être citoyen le restant des jours où l'on a voté. Mais c'est d'ailleurs ce qui est indiqué par notre système politique, qui est de dire « Vous avez voté, c'est bon, rentrez chez vous. Vous avez fait votre acte de citoyen une bonne fois pour toutes, et tout autre acte politique est illégitime. » Regardez comme aujourd'hui, Emmanuel Macron argue du fait qu'il a été élu pour interdire les manifestations. Et que c'est sa réponse systématique de dire « Non, la rue n'a aucune valeur démocratique. L'action, ce qu'on appelait autrefois l'action directe, avant que ça ait été malheureusement abîmé horriblement par un groupe terroriste, ce qu'on appelait l'action directe, c'était ce que les socialistes du XIXe siècle, pas seulement libertaires, avaient indiqué être la citoyenneté normale. Être chaque jour, à chaque instant, un citoyen dans chacun de mes actes, dans chacun de mes choix, qui pouvait comprendre, évidemment, le bulletin de vote, éventuellement, mais qui n'était qu'un acte parmi d'autres, voire un acte un peu superficiel par rapport à tous les autres actes de citoyenneté. L'engagement dans son quartier, dans des associations, dans son immeuble, dans des... peu importe dans quoi, la citoyenneté. Eh bien, malheureusement, l'abstention, ou heureusement, non seulement l'abstention n'est pas contradictoire de cette citoyenneté, mais souvent, et là, des études sociologiques assez récentes l'ont démontré, c'est parmi ceux qui sont les plus acteurs en tant que citoyens que l'on trouve des abstentionnistes. Alors, pas que, il y a des abstentionnistes dits par indifférence, beaucoup moins nombreux que la propagande de notre système politique, qui n'a rien à voir ni avec la démocratie ni avec les républiques, essaie de nous faire croire. Et il y a de plus en plus, et notamment chez les jeunes, des activistes qui sont en même temps des abstentionnistes de ces élections-là en tout cas. Ce n'est pas le cas pour les municipales, parce que quelque part, le périmètre municipal est à la dimension de ce qu'ils considèrent eux souvent être le périmètre atteignable par leur citoyenneté. D'ailleurs, là, sur ces élections municipales, mais c'était déjà la fois précédente à titre plus expérimental, on parle de municipalisme, on reparle de communalisme, mais dans la tradition d'ailleurs de la Commune de Paris, enfin des communes d'ailleurs, ça remonte d'ailleurs au Moyen-Âge. Voilà. Non, excusez-moi, je n'adhère pas à l'idée qu'il faille corriger par une amende que M. Castaner nous fera lui-même parce que nous refusons de voter pour lui, ou par sa soi-disant concurrente. Sa soi-disant concurrente. Voilà. Je pense que ça se discute. Après, ne pas voter n'est pas une solution en soi. Mais ça n'est pas une solution non plus que de ne faire que voter. Or, malheureusement, c'est souvent ce à quoi se réduit aujourd'hui la vie civique et citoyenne dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays. Vous savez, quand on a instauré le système électoral, quand, à partir de la Révolution française, on commence à en parler, qui l'instaure? Les terminoriens. Qui instaure le suffrage de plus en plus universel? Ceux qui disent il faut des élections pour que le peuple cesse de nous emmerder, pour que le peuple se discipline, pour que le peuple cesse de revendiquer. C'est explicite dans toute la littérature électoraliste de ceux qui inventent les élections. Sieyès, lisez, moi je suis historien, donc et puis là aujourd'hui c'est facile. Non, mais j'entends. Lisez l'histoire des élections.
de la mise en place du système très particulier, et anthropologiquement parlant, et historiquement parlant, de ce que nous, on considère être la quintessence de la démocratie. Enfin, ça fait rire les historiens. Voilà. Bon, ça pose plusieurs problèmes, mais alors est-ce que la famille Le Pen est toujours là par simple corruption judiciaire? Parce que c'est invraisemblable. Bah, à votre avis, Oui, mon vous avis, posez la c'est question, oui. vous donnez la réponse. Ah, c'est la mienne, oui. Ils sont extrêmement utiles. Ils ont été entièrement inventés par François Mitterrand. Ah, ça, je ne sais pas. Mais je vous le dis, mais pas je l'ai que- même écrit, mais je ne suis pas le Oui, seul. mais ça, Voilà, lisez mais il y en a- Corruption, je pense, ou Résistance. ils ont Vous aurez servi l'histoire beaucoup complète, plus, mais y compris les ils ont échanges. continué à servir, quoi. Ouais, ouais, mais elle est parfaite pour Emmanuel Macron. Bah oui. Il ne veut voir qu'elle d'ailleurs. Il Bah ne parle oui. que d'elle. Donc, et d'ailleurs, il est très proche d'elle. Moi, je pense Ouais, qu'il il est l'a très fait. proche d'elle. Elle l'a fait élire. Bien sûr. Il y a même l'étude d'Emmanuel Todd qui montre une anticorrélation absolument parfaite entre le vote Marine Le Pen et le vote. Voilà une démonstration scientifique. Ouais. Le rapport 1 à 1. Extraordinaire cette corrélation. Il y a maille à partir. Mais C'est même la chose la plus importante qu'il a amenée dans son dernier livre. C'est une démonstration, comme il l'avait fait déjà de nombreuses fois en tant qu'anthropologue géographe. et est-ce que tu penses qu'on peut s'appuyer raisonnablement pour avancer sur les 3 textes constitutionnels du bloc constitutionnel, c'est-à-dire 89, le préambule de 46, je crois que c'est ce qui nous rassemble ici, si je comprends, si je me souviens bien, en tant que X alternative. Oui, il y a le CNR. Donc. C'est le CNR, voilà. Oui. Mais je pense que alors évidemment la question de la propriété qui apparaît dans celle de 1789, ça peut gêner un peu, mais globalement elle est quand même bien. Et la charte de l'environnement, si on a ces 3 trucs-là, on peut faire avancer le Chili. Oui, mais ça suffit pas des textes. Les textes, tu sais. Ah, ça suffit pas. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Les On a anglo-saxons, tous, ils aiment bien ce on a concept. tous nécessité de références idéales ou idéales. Que sommes-nous, nous l'humanité, sans tous les grands textes fondateurs de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité? La philosophie, la Bible, le Coran peut-être, je ne connais pas bien, peu importe. Les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, celle de 89, la Déclaration universelle. Prenons bien sûr tous ces textes, mais une fois qu'on a ces textes dans la poche, on fait quoi? On lit? On se fait des lectures? Non. Les gens qui ont fait ces textes, ils ont fait des révolutions souvent. Moi, j'ai pas aucune difficulté, et j'entends que d'ailleurs souvent c'est extrêmement bien reçu, y compris dans des milieux qui parfois peuvent surprendre. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est une nouvelle révolution. Nous avons besoin d'une révolution. Ça ne veut pas dire, évidemment, de se laisser caricaturer par ceux qui ont créé la révolution, même s'ils écrivent des livres dont le titre est Révolution. C'est la boucle parfaite de la schizoïdie, ça. Nous avons besoin d'une révolution, ce qui ne veut pas dire qu'on veut guillotiner, qu'on veut mettre des têtes au bout des pics. Nous avons besoin de retourner complètement le système. Et ça ne se fait pas uniquement en adorant ou en lisant tous ces textes magnifiques. Je propose de conclure là-dessus, parce que c'est très bien comme mot de conclusion, et de passer à un truc informel au bar. Comme on n'est pas très nombreux, on pourra en profiter pour discuter plus directement, si tu as encore 5 minutes. Oui. À moins que tu veuilles dire un mot de conclusion. Très simple, et en écho un peu à ton interrogation. C'est que nous avons besoin de symboles, quand même. L'action sans symbole, l'action sans imaginaire, c'est à Castoriadis, ça n'existe pas. Donc, primo, nous avons besoin de refaire notre imaginaire. Il faut que nous refondions notre culture commune. Il y a 3 mots que j'entends beaucoup, et ça me frappe, parce qu'en fait, ça vient maintenant de milieux très différents. Mais ça a été une sorte quand même de bénédiction ou de providence qu'en France, on ait ces mots-là, qui ont accouché, pas immédiatement, mais c'est autour de 48.
liberté, égalité, fraternité. Quand on comprend complètement ce que veut dire cette devise, sa dynamique, sa force interne, sa triangulation, c'est parfait pour nous animer dans la meilleure action, l'action la plus forte. Liberté, égalité, fraternité. Comprenons ce que ça veut dire. On l'entend dans les rassemblements de Gilets jaunes. On l'entend partout, là où le bas blesse de plus en plus. Voilà. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que je pense que le temps est venu de nous unir. Partout, je vois qu'il y a de la division encore, et notamment dans le camp de ceux qui pourraient se rassembler sur ces valeurs fondamentales, comme au moment de la résistance. Je suis issu d'une famille où il y a eu le bonheur d'avoir en proximité, en cousinage, Jean-Pierre Vernant, dont je veux vraiment ranimer la mémoire. Jean-Pierre Vernant, patron de la résistance à Toulouse, très jeune, agrégé de philosophie, qui, lui, vient à la résistance en tant que très jeune militant communiste, antifasciste des années 30, mais qui, dès qu'il devient patron de la résistance à Toulouse, voit arriver à lui et à ses amis des gens, y compris des croix de feu, des catholiques, des protestants, des communistes, parce que tous se reconnaissent sur des valeurs fondamentales. Tous se reconnaissent sur l'humanité de l'humanité. Tous se reconnaissent sur la nécessité de l'amour, de l'amitié. Je ne vais pas vous faire la liste, on peut tous la faire. De liberté, égalité, fraternité. Agissons dans ce sens. Rassemblons-nous. Allons vers tous ceux et toutes celles avec lesquels nous pouvons refonder cette société révolutionnaire, quelque part, par rapport à tout cet inverse qui nous écrase et qui va à son effondrement. J'ai définitivement dit.